Bonjour, deux docteurs et un musicien invités aujourd'hui dans Destin croisé. Kifour, docteur lui aussi, viendra nous parler du TSPT, du trouble de stress post-traumatique. Il en a souffert lui aussi parce qu'il a été médecin pour des ONG sur des terrains de guerre, il a opéré dans des conditions difficiles, il nous en parlera, mais surtout il nous expliquera comment en guérir en libérant ses émotions bloquées. Et Kifour, Daniel, bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour, merci d'être venu de Genève spécialement pour cette émission, merci beaucoup. Et puis, quatre sciences. Avec l'hypnose aussi, on en parlera. Ça doit vous parler, ça, l'ouverture de conscience. Oui. Hein? Parce que quand on... Trouble de stress post-traumatique. Trouble de stress post-traumatique. Alors, il y a deux livres que je voudrais vous montrer. Celui-là, il est juste incroyable. Voilà. J'ai failli laisser mon âme. Et Le bout du tunnel, donc guérir du trouble de stress post-traumatique. Alors, J'ai failli laisser mon âme, sorti en 2016. Vous racontez, vous avez fait à peu près toutes les émissions de paysages audiovisuels français, vous racontez donc vos années de médecin et de chirurgien de guerre avec des moments très forts. C'est pas ce que je vais vous demander d'ailleurs dans cette émission parce que voilà, vous l'avez déjà fait. C'est une très bonne chose. Hein, c'est une bonne chose, je pense. Et puis, à la limite, allez sur YouTube pour regarder les autres émissions. Là, vous aurez un autre discours de la part du docteur Dufour. Je pense que vous apprécierez parce que raconter les sélections, vous êtes obligé de faire parce que les moyens sont limités pour soigner les personnes. Tout ça, ça marque un homme. Voilà, les choix que vous devez faire dans ces conditions. La façon de vous blinder pour supporter l'insupportable. Pendant ces années de guerre, quand vous êtes dedans, vous êtes jeune, vous êtes quelqu'un de fort, vous le supportez. Et puis, quand vous quittez ce milieu, pour des raisons d'ailleurs physiques, hein, vous ne pouvez plus opérer, donc vous allez obtenir un autre rôle dans les ONG. À ce moment-là, revient ce trouble de stress post-traumatique. Alors, que tout le monde peut vivre, hein, on n'est pas obligé d'avoir été médecin et chirurgien de guerre. Hein. On peut avoir vécu le trouble, l'avoir vu, ou quelqu'un peut vous avoir raconté aussi quelque chose de très fort, hein, donc c'est vraiment très concernant. Et les premiers signes, vous ne saviez pas que vous alliez en souffrir, se manifestent par un flashback, donc quelques années en plus, après l'arrêt de cette chirurgie de guerre. Qu'est-ce que c'est votre premier flashback ? Comment ça se manifeste ? Premier flashback, c'est un bruit je suis tranquillement à Londres, dans une rue magnifique de Londres, je parle chez moi, et tout d'un coup, il y a un bruit qui déclenche que tout d'un coup, je vois des visages et des visages et des visages qui défilent, une horrible douleur dans le thorax et l'abdomen, comme si c'était vide. Et chaque visage était en fait une de ces personnes, je le savais, je pouvais pas, que j'avais trié, donc ce triage chirurgical dont vous parliez tout à l'heure, où on sélectionne ceux qui vont mourir, ceux qu'on peut opérer et ceux qui sont des blessés légers. Et ces visages sont remontés un par un. Très précis. Ah oui, comme si je les avais vus dans mon cabinet, tranquillement, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc ces visages sont remontés un par un pendant à peu près une demi-heure. On n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. On se demande si on devient fou ou pas. Et c'est d'une acuité totale, mais d'une violence inouïe. Et puis ça se calme, et puis on se dit, à ce moment-là, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans, on ne parlait pas tellement du trouble de stress post-traumatique, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis demandé si je devenais fou ou s'il y avait quelque chose. Puis c'est revenu une autre fois, toujours à Londres, en passant, il y a eu une odeur qui m'a rappelé certaines odeurs que j'ai vécues sur certains charniers dans le monde, et là c'est de nouveau reparti avec ces flashbacks. Et puis, on se rend compte, quand petit à petit, on découvre que l'on souffre peut-être de ce trouble de stress post-traumatique, mais qu'on a finalement plein de symptômes qui s'étaient déjà installés avant. Vous avez parlé de la main, je n'opérais plus depuis un moment, ce qui ne me dérangeait pas en tant que chirurgien de guerre, puisque c'est les gens qui font le triage, ils n'ont pas besoin d'opérer, ce n'est pas eux qui opèrent. Mais, et puis, je m'étais complètement enfermé sur moi-même dans une espèce de tour d'ivoire, afin de se protéger. Mais ça, sur le moment, vous m'auriez dit, vous souffrez de ça, je vous aurais dit, mais pas du tout. Je vais très bien, parce qu'on est complètement blindé et on est dans l'action, dans le faire. Et donc, à quel moment vous tournez vers d'autres solutions que la médecine traditionnelle, peut-être chimique ? Comment se fait le diagnostic après ces deux flashbacks ? Alors, moi, j'ai eu la chance de
ne pas continuer, disons, au comité international de la Croix-Rouge, de quitter. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis chirurgien de base. J'ai maintenant une spécialisation de médecine tropicale. Et je m'étais toujours dit que jamais je deviendrais médecin généraliste, parce que pour un chirurgien, devenir médecin généraliste, c'est vraiment bas de gamme, et ça ne se fait pas. Et puis évidemment, je me suis installé comme médecin généraliste. Et là, j'ai rencontré des patients. Et comme je sortais de terrain d'urgence et tout, je me suis dit non, chaque patient, je vais lui consacrer 50 minutes, et non pas 10 minutes, 20 minutes, qu'il souffre de quoi que ce soit. Et comme j'avais monté un centre anti-stress, qui a 30 ans, était 40 ans, était tout de même assez novateur, très novateur, dans lequel j'avais un nutritionniste, un psychologue, un ostéopathe, des gens qui étaient autour de moi, et on essayait de mettre le patient au centre. Et moi, j'étais un peu le naïf du groupe, et je posais toujours des questions: pourquoi êtes-vous stressé, pourquoi, et chaque fois, on remontait les patientes et les patients remontaient à un événement chargé d'émotions qui n'avaient pas été vécues. Je vous le résume parce qu'en fait, ça s'est fait tranquillement. C'est une longue interview, ça. Et en même temps, moi, je souffrais de ce trouble de stress post-traumatique, et je me rendais compte que mes émotions, j'en tenais absolument pas compte, et que je les avais bien encapsulées, et que je n'avais pas non plus été élevé dans un milieu où les émotions étaient reines. Et c'est petit à petit, voilà, que finalement mes patientes et mes patients m'ont appris la médecine que je fais depuis 30 ans, c'est-à-dire d'aller chercher les causes plutôt que de traiter les symptômes. Et ça, c'est quelque chose c'est un cadeau merveilleux que ces personnes m'ont fait, et ça s'est fait progressivement. Et je l'ai appliqué évidemment, parce que vous devez tout de même être un peu conséquent, à moi-même. Et puis c'est comme ça que j'ai pu guérir de ce trouble de stress post-traumatique. Je dis bien guérir et non pas vivre avec, et continuer à vivre, parce que ça c'est important. Libérer ces émotions bloquées. Voilà. Déjà les repérer, diagnostiquer. Déjà les accueillir. Mais parce que le plus important, c'est de poser un diagnostic. Voilà, c'est à tel moment que cette émotion a pris racine en vous, et vous devez vous en débarrasser. Alors vous avez créé une méthode qui s'appelle, écoutez bien, à l'envers de l'ego. À quel moment, racontez comment vous avez créé cette méthode. À quel moment donné vous avez eu l'idée de le faire, en fait, à l'envers de l'ego. Les patientes et les patientes me disaient: oui, d'accord, ok, j'ai des émotions, je suis en colère, ou je suis triste, ou je suis joyeux aussi, parce qu'à Genève, on est dans un pays où on montre peu notre émotion de joie. Oui. Et je disais: qu'est-ce que vous pourriez en faire? Et moi-même, très franchement, je ne savais pas très bien comment répondre à la question. Et je disais: je ne vais tout de même pas pleurer si je suis triste parce que je suis un adulte, ou je ne vais pas commencer à crier, je suis en colère, il faut que je transforme ça et tout. Peut-être ça serait bien d'essayer de le faire. Et c'est là où la définition de l'ego est petit à petit définie, en disant celui qui nous coupe du moment présent, qui nous met soit dans le futur, soit dans le passé, donc dans les peurs ou les culpabilités. Deuxième grande caractéristique, celui qui nous coupe la reconnaissance du ressenti et de l'expression de nos émotions de joie, de tristesse et de colère. Troisième, celui qui nous coupe de nous-mêmes, de la personne qu'on est, moi j'appelle ce noyau fondamental, peu importe, cette personne merveilleuse qu'on a en nous. Et comme il y avait besoin de faire quelque chose de pratique avec mes patients, j'aurais dit, écoutez, on va faire ces stages. On est parti dans la nature. Et, vraiment dans la forêt. Dans la forêt, nature, pour aller exprimer les émotions qu'on gardait en soi, après évidemment avoir éteint le mental, c'est-à-dire essayer de faire que ce mental soit le moins présent possible. Parce que comment on fait? Par méditation, par respiration, simplement, par discussion, je crois qu'en toute... en acceptant. Moi, je dirais plutôt en portant l'attention à son corps physique, portant son attention à son corps sensoriel, et donc en essayant vraiment de revenir dans le ici et maintenant, mais en sachant que de ce ici et maintenant, il y a des émotions, et quand elles sont bloquées, il reste encore une tension. Et que ce n'est pas un nirvana immédiat. Je crois que tout le monde peut en témoigner. La tension intellectuelle amène une tension physique, donc on somatise, etc. Exactement. Et c'est comme ça que cette médecine s'est faite. Qu'est-ce qui se passe à l'envers de l'ego? Vous prenez une hache et vous coupez un arbre? Non, on ne coupe pas les arbres parce que ça ne fait pas. C'est interdit. C'est plutôt de taper sur des souches ou simplement de crier dans son oreiller si on est chez soi. Mais quand on est dans la nature, de crier dans la nature, mais pas en groupe. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Ah, d'accord. Il y a plusieurs personnes qui font ces stages, mais chacun le fait et exprime de son côté ce qu'il a exprimé. D'accord, donc en fait, ces stages, vous arrivez dans la nature, sans jugement de l'autre,
et on se lâche en fait. Ben, quand on arrive à éteindre ce mental et qu'on le fait de plus en plus souvent et qu'on le fait sur une durée de 3-4 jours, ben, c'est vrai que le mental, donc les jugements de valeur, les comparaisons sont beaucoup moins importantes et présentes. Et à ce moment, il y a une ouverture qui se crée par rapport à soi-même et donc forcément par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'il y a un cheminement qui peut se faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément aller à un stage pour pratiquer tout ça. On peut le faire aussi chez soi. C'est le but du reste du livre que j'ai écrit, c'est de dire tout le monde a accès à cela avec quelques instruments qui sont à disposition de tout un chacun finalement. C'est le bout du tunnel. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des témoignages de toutes les professions, un coiffeur ou autre, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être chirurgien de guerre. Les troubles peuvent être anodins pour certains, mais en fait très impactants pour nous-mêmes. Ça aussi, c'est très troublant quand on est parent, notamment quand on élève son enfant. Moi, j'ai 2 fils. Il y a des choses anodines qu'on peut faire quand on a un enfant qui, en fait, sont très impactants pour après. C'est pas un drame, mais voilà. Et comme je le disais, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on peut le vivre, on peut le revoir, ou on peut se le faire raconter. C'est très sournois finalement le stress, le trouble, l'impact qu'on peut avoir. Oui, et ça c'est bien que dans la nouvelle classification, parce que les classifications on fait dire ce qu'on veut, mais très longtemps on a considéré le trouble de stress post-traumatique comme étant purement un trouble anxieux. Donc évidemment on traitait ça avec des anxiolytiques et des psychothérapies X, Y ou Z, et sans aucun effet réel. On a maintenant défini que, en effet, il n'y avait pas simplement les personnes qui étaient elles-mêmes victimes d'un événement traumatique, mais qu'il y avait ceux qui pouvaient assister à cet événement, comme vous l'avez dit, ou même à qui on peut raconter. Un travailleur social, par exemple, qui va toute la journée entendre parler des enfants battus, ces enfants battus qui vont raconter ça, des infirmières qui vont entendre toute la journée comment s'est passé l'accident de voiture de la personne qui est là. Donc il n'y a pas cette exposition directe. Et puis il y a évidemment aussi des métiers à risque, les pompiers, les policiers, les soldats bien entendu, mais aussi les urgentistes, mais les conducteurs de train avec les accidents de personnes, les conducteurs de bus, les gardiens de prison, qui sont des métiers à risque. Puis il y a l'immense majorité de personnes qui sont victimes de viols, de violences intrafamiliales dont on ne parle pas et qui n'en parlent pas. Et comme la médecine a cette tendance à traiter les symptômes, donc ils vont somatiser d'une certaine façon, on va traiter finalement la personne qui souffre d'une dépression ou qui souffre d'une psychose ou qui a un cancer ou autre chose, sans aller essayer de chercher en amont s'il y a éventuellement quelque chose qui peut expliquer cette somatisation. La cause et pas les effets extérieurs. Alors, comme on se cantonne à traiter le symptôme, ben, on passe complètement à côté de la cause, alors que si on se donnait un peu de temps et de curiosité pour aller accompagner la personne à ce qu'elle découvre par elle-même d'où vient son dérèglement. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus profond et plus efficace. Plus de temps. Et puis la personne est quand même acteur à ce moment-là. On ne se contente pas de dire donnez-moi une petite pilule et ça ira. Il faut être acteur de sa propre guérison, de son propre traumatisme. Je crois que c'est la base, Catherine. C'est déjà une expansion de conscience quand on prend conscience de ça. Le musicien Daniel, oui. Dans le chemin d'introspection intérieure, vous n'avez peut-être pas pris d'ayahuasca, vous avez commencé à méditer. Et voilà, vous avez pris ce chemin-là. À quel moment donné vous vous dites tiens, je vais essayer? Ben, je crois qu'à partir du moment où on essaye vraiment de vivre ou d'aller au fond de ses émotions et de les vivre pleinement, on est obligé de passer par un stade, moi je dirais simplement de se retrouver dans le moment présent. Ben, simplement, quand on dit simplement, ça veut dire quelque part utiliser en tout cas ce que depuis des centaines et des centaines, des millénaires, les gens font, c'est-à-dire d'essayer de porter son attention à son corps physique et sensoriel. Pas une méditation pleine. Porter son attention, oui. Moi j'ai de la peine avec la méditation, rester, je suis un homme plutôt qui bouge et actif, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité à pouvoir rester comme ça pendant des heures. Donc, et puis comme je m'adresse à des personnes qui vivent dans leur vie pleinement, je pense que c'est important déjà de leur dire, écoutez, vous savez, simplement vous mettre à l'écoute de vos pas sur le macadam ou vos pas
sur le plancher, du goût de l'aliment que vous êtes en train de prendre, sans faire une méditation pleine, mais c'est ça aussi, se remettre dans le moment présent, commencer à toucher, à éviter que le petit, ce que moi j'appelle le petit vélo, peu importe le mental, québécois, ils ont une belle expression, ils appellent ça le hamster. Ouais, le hamster qui tourne dans la cage. Voilà, qui tourne dans la cage, c'est de dire, ben voilà, je peux essayer à tout moment que je travaille ou que je ne travaille pas, essayer simplement d'être dans ce moment présent. Alors c'est pas de la méditation pleine et totale et tout. J'ai de la peine personnellement avec ce genre d'exercice. Par contre, on est obligé de revenir à soi-même dans le moment présent si on veut toucher à nos émotions, mais toucher à notre créativité, toucher à notre enthousiasme, notre spontanéité, enfin tout ce qui fait qu'on est, je dis toujours, des géants et non pas des lilliputiens, comme vient nous dire notre mental. Alors, c'est étonnant parce que quand je réfléchissais aux questions que j'allais vous poser, tout ça, je me dis, cet homme qui a vécu des scènes horribles, créées par des hommes, des tortionnaires que vous avez parfois soignés, hein, parfois, vous êtes parfois opérés, vous gardez confiance quand même en l'homme. Vous dites, c'est géant que nous sommes, mais vous avez vécu des choses horribles faites par des hommes. Oui, mais je crois que l'homme a cette capacité de faire des choses horribles, de commettre des choses absolument lamentables, et puis il a néanmoins en lui des capacités extraordinaires. Et le but, enfin moi, disons, mon but dans la vie, c'est d'essayer d'accompagner des personnes, simplement un tout petit peu, on parle d'expansion de conscience tout à l'heure et tout, déjà à prendre conscience qu'ils existent. Et je crois que c'est déjà important et qu'ils sont des êtres humains. Ça veut dire pas simplement un esprit ou pas simplement un corps, mais que c'est un ensemble. Et je crois que ce message, il passe de plus en plus, j'allais dire, dans le grand public. Bien sûr. Là où il passe peut-être le moins, c'est dans le monde médical. C'est intéressant. C'est étonnant, hein? Oui. C'est vrai que INRES TV, je pense qu'il y a 15 ans, n'aurait pas pu exister. D'abord, il y a peut-être pas 15-20 ans, il n'y a pas Internet, mais aujourd'hui, effectivement, je suis sûr qu'il y a une porosité de ces sujets, une ouverture. Une porosité, non, parce que porosité, ça va dans un sens, c'est plutôt dans l'ouverture, effectivement. Dans les scènes, dans les situations de guerre, ce qui revient souvent aussi dans la façon de libérer ses émotions bloquées, ou en tout cas de vivre des situations extrêmes, des traumatismes, c'est de vivre dans l'instant présent. C'est ce qui vous a peut-être le plus amené ou surpris dans les scènes de guerre. Ils arrivaient, les victimes, à vivre l'instant présent et à survivre grâce à ça. C'est le secret? Alors je ne sais pas si c'est le secret, mais en tout cas, c'est la seule façon de pouvoir survivre ou continuer à vivre dans des pays qui sont en guerre. Moi, j'ai été au Liban, j'ai été en Rhodésie au départ, puis j'ai été aussi en Asie, en Thaïlande, enfin sur la frontière. J'ai toujours été émerveillé par le fait que ces personnes sont là. Ils ne savent pas si demain ils vont être morts ou pas, donc ils vivent le moment présent. Et ils le vivent pleinement. De voir arriver des gens sous les bombes avec des sourires, je me disais, mais c'est impossible. En tant qu'Européens, et puis en plus Suisse, où la guerre, nous, on ne connaît pas, on se dit, c'est impossible que ces personnes continuent à sourire, vu ce qu'ils vivent, vu l'atrocité et l'incertitude dans laquelle ils se trouvent. Et ça, c'est le grand enseignement que j'ai eu dans ces pays en guerre dans lesquels je suis allé, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie. C'est général. Oui, à partir du moment, j'allais dire, où vous êtes sous les bombes, vous êtes là. Et vous n'avez pas d'autre choix. Et quelque part, ces personnes vivent des émotions bien plus facilement que nous, ici, en Europe, où tout va bien, ou à peu près tout va bien et tout. Parce que le petit vélo, il est peut-être moins présent parce qu'on on est dans la survie. Alors je ne dis pas qu'il faut des guerres pour enfin découvrir les moments présents, ça serait aller un peu trop loin, mais c'est ce qui m'a vraiment étonné dans vivre l'instant présent, le carpe diem, hein, on n'invente rien. Et qu'est-ce que ça a changé? C'était un peu la même question que pour vous, Catherine. Comment l'homme que vous êtes aujourd'hui regarde le médecin à l'époque et qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans votre vie et dans le regard que vous portez sur les hommes? On n'est qu'une énergie qui traverse la matière. Comment vous, philosophiquement, spirituellement, comment vous associez la science, la médecine et ce que vous faites et ce que vous transmettez maintenant? Alors, cette même question, quand on me l'a posée, moi j'étais chirurgien, donc j'avais un champ opératoire qui est très réduit.
Et Un quand genou, j'ai dû un arrêter cœur. la chirurgie pour m'occuper de gens qui mouraient de faim, aussi de l'hygiène des gens, faire construire des latrines et tout, j'ai toujours dit que j'avais élargi mon champ opératoire. Aujourd'hui, je crois l'avoir beaucoup plus élargi, et je suis très heureux qu'il y ait tout le mouvement quantique, enfin la physique quantique, qui rejoignent en fait ces vieilles traditions du taoïsme et autres, parce que c'est un moment exceptionnel qu'on est en train de vivre, dans lequel finalement on sait maintenant, et il n'y a plus besoin de se poser des questions, même en tant que scientifique, qu'on est de l'énergie. Et que cette énergie, notre conscience, elle n'est pas dans notre cerveau, elle est bien ailleurs, qu'on est tous reliés, qu'on est tous liés à la science le matrice, dit. la physique quantique. Écoutez, c'est prix Nobel sur prix Nobel, et prix Nobel. Je reviens à ma critique tout à l'heure, je ne veux pas du tout enfoncer le clou, mais un peu. C'est-à-dire, malheureusement, les seuls qui n'ont pas encore intégré ça, c'est les facultés de médecine. On part de loin. Hein. Donc ça, c'est un espoir fantastique. Et puis on se dit, les choses vont être obligées de bouger. Il faut être optimiste. Oui, mais les médecins qui sont formés aujourd'hui, il faudra qu'eux-mêmes aient une démarche personnelle. On en avoir peut-être des conseils. Il y en a de plus en plus, Catherine. Ouais. Surtout mes parcours de formation, j'ai de plus en plus de médecins qui viennent et qui s'intéressent, qui explorent, qui font les formations et puis qui ont envie de faire évoluer leur médecine. D'accord. Ouais. De plus en plus. De plus en plus de médecins généralistes, mais généralistes de l'âme, c'est ça? Qui deviennent des médecins holistiques, généraliste de l'âme, médecins ça me de plaît l'âme bien, et ça, du cœur. Holistique. Oui. Dans votre, quand vous avez commencé à créer votre clinique, à soigner le stress, quelle est la médecine, la thérapie qui vous a le plus aidé? Vous parlez d'ozonothérapie, de choses comme ça. J'ai fait de l'ozonothérapie, j'ai fait... Vous avez tout essayé, hein. À Un peu peu près comme tout Catherine, essayé. un long parcours. Et plus j'essayais, il y avait des choses qui marchaient très bien, plus j'ai essayé de dépouiller tout ça. Parce que finalement, l'instrument, si on croit en l'instrument, on se trompe. Si on croit en l'outil, on se trompe. Que ce soit la méthode Hodge ou que ce soit autre chose, les plantes, pour moi, ça, c'est pas l'essentiel. C'est petit à petit que la personne revienne à elle-même, retrouve son autonomie, parvienne à retrouver finalement qui elle est. Avec cette expansion, avec ces facultés extraordinaires qu'on a en soi. Alors, peut-être que certains instruments peuvent être utiles pour certains, pour d'autres instruments. Comme vous le disiez un peu au départ, moi j'étais très king, c'est comme ça et c'est pas autrement. Aujourd'hui, je dis, pourvu que la personne puisse aller cheminer par elle-même en prenant de plus en plus son destin en main, c'est ça le but. C'est qu'une personne, même dans une consultation, sorte plus intelligente, c'est-à-dire avec plus de connaissances sur elle-même, qu'elle n'y est rentrée. Parce que finalement, la maladie, c'est peut-être simplement un signe qui vient dire que par notre meilleur ami, notre corps, au sens large du terme, que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas bien et qu'il faut essayer de remettre c'est-à-dire revenir dans le moment présent, vivre ses émotions, retrouver notre âme. Âme, corps, pour moi, c'est la même chose. Catherine, je pense que vous êtes d'accord. Hein. Âme, ouais. corps, musique, hypnose, Ouais, c'est ouais. l'ouverture de conscience. Vous vous rendez compte qu'on est déjà presque à la fin de cette émission? C'est passé trop vite avec vous. En tout cas, merci. Catherine Henry Plessier, vous avez un site internet, il faut y aller. Vous avez sur YouTube Des conférences. une conférence. Il y en a plusieurs maintenant. Il y en a plusieurs. Il y en a 4. Celle auquel j'ai assisté fait presque 2 heures. 2h15. Regardez tout, jusqu'au bout, écoutez tout, vraiment sans interruption, et vous allez voir. Voilà, mettez-nous sur Facebook ou autre, sur Inrest TV, vos sentiments. Il se passera quelque chose. Merci en tout cas d'être venu. Docteur Dufour, Daniel, merci bien. Alors, si vous voulez en savoir plus, ou en tout cas différemment sur le docteur Dufour, voilà, dans le numéro 38 d'Inexploré, abonnez-vous. Hein. Si vous aimez Inrest TV, vous aimez ce magazine, forcément. Il y a une belle interview de vous également. Très belle. Et puis, longue vie à ces concerts sous hypnose. Hein, je pense que c'est juste le début d'un long chemin. J'espère. Il y a donc le concert sous hypnose de Geoffrey Seco sur Inrest TV. Bravo, continuez comme ça. Les dates, voilà, site internet aussi. Sur mon site, hein, geoffreyseco.com. Merci beaucoup. Et puis, Merci à très vous. vite. On Merci se retrouvera à vous. forcément. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.